Salut à tous, vous savez, moi je suis pas mal les actualités sur Twitter, je suis un petit tweetos, et hier sur Twitter il y a un événement qui a fait exploser le monde, c'est l'annonce par Zack Snyder de sa version Director's Cut de Justice League disponible en 2021 sur HBO Max. HBO connard, HBO. Cette Director's Cut, elle va coûter entre 20 et 30 millions de dollars qui ont été débloqués par la Warner pour finir le projet. Donc Zack Snyder va pouvoir réunir toute son équipe de post-production, mais va également pouvoir retourner des scènes. Et donc toute cette Director's Cut est soutenue par la Warner Bros. Qui, finalement, l'a créée de toutes pièces. Et ouais, parce qu'au final, pourquoi il y a une Director's Cut de Justice League? Parce qu'il y a quelques années, il y a eu ingérence de la Warner. Zack Snyder n'a pas eu droit à la Director's Cut de Justice League pour des raisons hyper variées, notamment à cause d'un drame familial, mais aussi à cause des raisons que j'ai précédemment citées dans ma vidéo sur Netflix et Disney. Donc le résultat, c'est que quand Justice League est sorti, c'était une version complètement hybride avec des reshots de Joss Whedon. C'était une version qui a été un four au box-office et un four public et critique. De toute façon, c'était une version de merde, on va pas se mentir. C'est un film qui officieusement a coûté au moins 400 millions de dollars et qui en a ramené quelque chose genre 650 millions, ce qui n'est rien du tout à l'échelle d'un blockbuster comme Justice League. Mais le pire pour un grand studio comme la Warner, bien pire que de perdre de l'argent, c'est un bad buzz. Et Justice League, ça a été un bad buzz intense. Et pourtant, les gens n'ont jamais vraiment critiqué Zack Snyder, mais ils ont toujours critiqué DC et Warner. Mais du coup, attendez, il y a quelques années, c'est la Warner qui a consciemment empêché Zack Snyder de réaliser son Director's Cut, de réaliser la version qu'il voulait. Et aujourd'hui, voyant que le monde entier la réclame, puisque Release the Snyder Cut, ça a été en top Twitter pendant des années, et donc que ça peut ramener de la thune, elle fait machine arrière, bon évidemment pas pour des raisons artistiques, mais pour des raisons marketing, ce qui n'est pas du tout un problème, puisqu'au final le public est gagnant, il aura sa version, Zack Snyder est gagnant, il va pouvoir faire le film qu'il voulait, et la Warner est gagnante, elle va avoir la thune qu'il lui faut pour rentabiliser son projet. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le cas d'un studio qui a transformé une contrainte de production et de diffusion, c'est-à-dire les coupes qu'ils ont fait il y a des années, en outil marketing, en arrivant à créer l'attente, et presque en créant un culte autour d'une version de Zack Snyder qui du coup va leur rapporter énormément. Bon, j'ai vu un peu de tout sur Twitter, j'ai vu des gens qui disaient oui, mais Zack Snyder c'est pas du tout un auteur, c'est hypocrite. Si, Zack Snyder c'est un auteur. C'est-à-dire que tu reconnais immédiatement un film de Zack Snyder quand t'es en face d'un film de Zack Snyder. Il a une direction d'acteur caractéristique, une mise en scène caractéristique, il a une réalisation, il a une patte en fait. On voit qu'on est face à un film de Snyder. Après, me concernant, j'ai beaucoup de mal avec ce réal, je trouve que c'est pas du tout un bon réal, j'ai trouvé Man of Steel hyper grossier, j'ai trouvé Sucker Punch éclaté. On s'en fout, j'ai pas envie de faire une critique de Zack Snyder, j'ai pas envie de faire une critique de Justice League, tant mieux si certains apprécient. Moi, c'est pas trop mon style. Il y a un truc plutôt contradictoire, non? Une Director's Cut, c'est un terme qui met l'auteur au-dessus de tout. Pourtant, celle-ci, elle a été créée par un studio un peu trop intrusif pour ramener plus de thunes sur un film qui a été un échec commercial. Alors qu'un Director's Cut, c'est à la base l'affirmation ultime et l'outil ultime pour un auteur. Ouais, alors ça, en fait, ça fait bien 40 ans que c'est plus le cas. Hein. Et oui, parce que Justice League, c'est loin d'être un cas isolé, finalement. Hein. Ces cas de figure, ils ont explosé dans les années 80, avec l'arrivée du marché vidéo. Puis dans les années 90, avec l'arrivée du DVD à la fin des années 90, on va assister à un déluge de Director's Cut qui deviennent presque un passage obligé des grands blockbusters hollywoodiens. J'ai déjà parlé de rencontre du troisième type de Spielberg. Par exemple, quand Columbia a donné 3 millions à peu près pour que Spielberg refasse une nouvelle version de son film, cette version elle a été vendue comme la Director's Cut ultime, la version voulue par Spielberg. Elle a été adaptée aux nouvelles normes technologiques, elle a rajouté une séquence qui était infaisable à l'époque avec pas mal d'effets spéciaux. C'est cool, mais au final, en termes critiques, elle enlève quand même pas mal de magie et pas mal de suggestions qui faisaient la force du film à l'époque. Finalement, cette Director's Cut qui a été commandée par un studio, elle a permis d'attirer un nouveau public vers le film de Spielberg, mais en fait Spielberg la renie complètement. La preuve, 20 ans plus tard, il va faire une nouvelle Director's Cut du même film en supprimant les modifications qui avaient été faites. Du coup, c'est étrange pour une Director's Cut quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire que ce terme, qui sur le papier permet à l'auteur de reprendre le contrôle de son œuvre et de la montrer au public tel qu'il l'a pensé à l'origine, ce serait finalement qu'une expression pour un nouveau marché à Hollywood? Sans doute.
si la Director's Cut n'était qu'un moyen pour les studios d'offrir une seconde exploitation à des films qui ont déjà été exploités en salle, pour apporter plus d'argent, et si en fait la Director's Cut c'était juste une sorte de commerce de l'auteur. Pour creuser ça, on va revenir sur Superman. Non, sur un bon film Superman. Pourquoi faut toujours que tu sortes la phrase pour te manger des dislikes? Je sais pas. Superman 2 est tourné par Richard Donner dans la foulée de son Superman 1, son premier film qui est devenu culte. C'est l'un des exemples les plus connus de mésentente entre un réalisateur et un diffuseur. En l'occurrence, c'est toujours la Warner. Pour des raisons de budget qui seraient apparemment insuffisants et un délai de tournage qui est bien trop court par rapport aux ambitions de Donner, le réalisateur se casse du plateau. C'est un peu ce qui s'est passé avec Zack Snyder, un réalisateur qui quitte le plateau en plein milieu d'un film. Il a été remplacé en toute hâte par la Warner, par un réalisateur qui s'appelle Richard Lester, qui est un peu nul. Et donc le film sort comme prévu en 80, mais saccagé par un réalisateur faiseur qui n'a rien du tout du talent de Richard Donner et qui a complètement modifié sa version originale. Ok, avec Superman 2, les fans sont pas hyper contents, ils ont entendu parler de l'histoire, c'est un peu comme Justice League, il y a une sorte de pression populaire pour que Richard Donner puisse faire son film. Et bien, plus de 25 ans plus tard, en 2006, Richard Donner va signer avec la Warner pour pouvoir faire son Director's Cut de Superman 2. Because you people asked for and waited to see my version of Superman 2, but if you hadn't asked and if you hadn't requested it, I don't think it would have ever seen the light of day. Le résultat, c'est un tout nouveau film. Richard Donner, qui est un peu rancunier, qui est un peu chafouin, va garder à peine 20% du film de Lester et le reste, ce sera des scènes qu'il va retourner pour l'occasion ou des scènes coupées qu'il n'avait pas gardées à l'époque. Sur le papier, on est sur une concession faite par la Warner à un réalisateur-auteur et à un public qui demandait à voir la nouvelle version. C'est super. Bon, dans la réalité, il y a évidemment un côté industrie de l'auteur là-dedans. En fait, ce qui a poussé la Warner à recontacter Richard Donner, c'est pas du tout la pression des fans, c'est pas du tout une considération artistique, pas du tout. C'est parce que quelques mois plus tard, il y avait Superman Returns qui sortait sur les écrans. C'est un film qui est toujours produit par la Warner et qui se dit, en fait, il n'y a pas de meilleur moyen pour créer l'attente autour de ce film et de ce personnage que de surfer sur la réputation de Superman 2 qui est un film culte. Du coup, c'est le moyen idéal pour 1. Soigner son image, 2. Remettre en avant le personnage de Superman, et allez, 3. Se faire de la thune avec le public. Mais ça, c'était même pas l'idée de base. L'idée de base, c'était pas de vendre la Director's Cut de Richard Donner à énormément de gens. L'idée de base, c'était juste de rappeler aux gens, hey, regardez, Superman existe, nous, la Warner, on est un studio gentil, allez voir Superman Returns. Donc concrètement, la version 2006 de Superman 2, la version dont Richard Donner a rêvé pendant des années, ça reste un film de commande en fait. Et le label Director's Cut devient une sorte de label commercial. Attention, je vais détailler tout ça dans la conclusion, mais pour moi c'est une très bonne chose. On s'en fout au final que ce soit marketing. C'est une très bonne chose qu'un réalisateur puisse terminer son œuvre. Bon, est-ce que vous voulez un autre exemple? Rien à foutre. En 2004 sort le film Alexandre, qui est porté par Colin Farrell et qui est réalisé par Oliver Stone. C'est une fresque historique qui va être produite par la Fox, qui va coûter très cher, et qui va être un putain d'échec public et critique. Personne va aller le voir, personne. C'est un film qui a coûté plus de 150 millions de dollars, c'est un film qui a une pré-production hyper galère, sur lequel pourtant le studio a beaucoup communiqué, mais au final il va rapporter que 167 millions de dollars à peu près, ce qui est ridicule, ça va être un four. Sans compter que le film va avoir des critiques mais assassines, exactement comme Justice League en fait. Exactement comme Justice League. Alors le film dure à peu près 2h55, il faut savoir qu'en 10 ans, il aura 3 versions différentes, qui seront toutes supervisées par Oliver Stone. Bon, la première n'était pas inclue dans le deal du studio, donc c'est une version Director's Cut un peu éclatée, qui rajoute juste quelques scènes, qui en rallonge certaines, elle est pas folle. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième, qui s'appelle Alexander Revisited, The Final, Underrated Cut. Celle-là, elle dure près de 3h40 et elle en dit long sur l'ambition du film, qui devient une énorme fresque pharaonique, hyper réussie, hyper bien mise en scène, avec une sobriété assez folle. Cette version sera distribuée par la Warner, encore, qui va aller carrément jusqu'à lui offrir une sortie dans les salles, quelques salles européennes, quelques salles américaines. Et cette version va se vendre tellement bien
La Warner, on l'a vu, est vraiment habituée à traiter la version Director's Cut comme une version complémentaire d'un film qui peut être sorti mais 20 ans avant. Et au fond, ça me rappelle une citation de l'ami Ridley Scott. La vidéo et les salles de cinéma sont vraiment deux marchés très différents. Et ça, la Warner l'a complètement assimilé en ayant fait de Justice League un film très normé, bon, très nul, mais très normé et très formaté pour les salles. Tout en permettant à Zack Snyder, comme ils l'ont permis à Stone, comme ils l'ont permis à Donner, de faire sa vraie version qui n'aurait jamais été exploitée en salle, puisque c'est une version qui va durer à peu près 4 heures, il me semble. Donc 4 heures, ça veut dire moins de séances, ça veut dire moins d'argent. Ici, la Warner a choisi le format vidéo, mais bon, dans l'idée, on est sur la même chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des petites anecdotes et un petit début de pensée sur la Director's Cut. Ça peut être intéressant de théoriser un peu ça. De toute façon, la Director's Cut, c'est un énorme sujet du cinéma à l'heure actuelle. Il y a un commerce qui est indéniable autour de l'appellation Director's Cut. Il suffit de voir en 2020, quand tu te promènes à la Fnac, que tu vois Saw 7, Director's Cut, ou Alien vs Predator Requiem, Director's Cut, non, pas du tout. C'est des films qui ont été réalisés par des faiseurs sans aucune ambition, ni intégrité, ni volonté artistique. Et c'est juste une appellation commerciale qui permet au studio de créer une sorte de commerce et d'industrie de l'auteur. Avec cette vidéo, je voulais juste relativiser un peu, revenir sur les antécédents historiques et parler du fait qu'il y a certains studios qui considèrent vraiment la Director's Cut comme une version de rentabiliser des films. La Director's Cut, c'est vraiment un grand sujet au cinéma actuellement. Si vous voulez creuser un peu, parler un peu plus administratif, parler un peu plus de droits de production, de diffusion, je vous conseille ma vidéo sur Disney+ et Netflix, que je vais mettre en description, où j'ai creusé un peu le sujet de Director's Cut aussi avec d'autres exemples. Je retourne bosser sur le prochain Intercut, je vous dis salut à tous, à bientôt, profitez bien de l'été qui s'annonce, salut à tous, au revoir.